Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire mensuel de la professionnalisation. Donc aujourd'hui, le thème abordé, on va discuter de la base de la Convention collective nationale du sport. Alors là, l'enjeu, c'est d'aller vers les différentes thématiques que regorge la Convention collective et voir comment aussi ça s'applique pour les structures dans la réalité de terrain. J'ai pas vocation à être RH et être juriste sur cet aspect droit social, mais commencer à pouvoir aborder ces notions de convention collective qui sont pas toujours évidentes pour notamment nos clubs employeurs. Donc au moins, ça permet d'avoir une vision un peu globale sur tous les enjeux liés au droit du travail et de la convention du sport. Donc après, il y a donc ce qui est indiqué dans la convention collective et la réalité de terrain. Donc c'est voir, au regard de tout ça, hein, comment ça peut s'organiser sur le terrain au regard de cet enjeu de convention collective. Et puis aussi, vous apporter un témoignage d'un club qui a été employeur sur tous ces aspects d'organisation du travail et pour vous aussi vous donner des contacts d'acteurs qui pourront vous accompagner plus en détail sur tous les enjeux liés à ce droit du travail. Alors, pour vous faire un petit brief sommaire rapide, voilà les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, c'est moi qui vais vous les présenter hein, au regard de ce que évoque la Convention collective nationale du sport. Donc, la partie classification des métiers et les groupes de la convention collective. On va aborder le salaire minimum conventionnel. Côté droit du travail, notamment la durée du travail. Là, c'est plutôt une coquille de ma part. Le travail dominical et les heures supplémentaires, notamment dans le cadre des temps pleins. On aura le témoignage du coup de Patrice du club de Remiremont. Et puis on pourra avoir un temps d'échange questions-réponses par la suite. Et après, voilà, vous donner quelques pistes et outils liés à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions au préalable ou je peux démarrer? Pas de questions, du coup, j'enchaîne. Hop. Alors du coup, alors peut-être c'est des choses hein, qui vont vous parler, notamment auprès des ligues, mais voilà, c'est refaire un petit focus général puisque donc il y a le droit du travail qui s'impose dans le cadre des relations entre un employeur et un salarié. Mais côté sport, c'est la Convention collective nationale du sport qui s'impose depuis 2006. Alors vous allez le voir à plusieurs endroits, donc l'acronyme c'est CCNS. Et donc, c'est tous les employeurs du sport qui vont embaucher un salarié, va rentrer dans ce champ d'application. Donc, l'idée, c'est qu'elle va reprendre le droit du travail, mais s'adapter aux spécificités du monde du sport. Donc, voilà pourquoi il y a du coup, des spécificités liées à nos métiers. Donc, au sein de la convention collective, on va retrouver des groupes de métiers classés en trois groupes. Cette grille de classification permet de définir finalement l'autonomie, la responsabilité, la technicité pour chaque grand groupe et du coup permettent aussi de classer les salariés selon leur mission et leurs fiches de poste qui vont être définies. Donc on va retrouver trois grands groupes, dont le premier et le deuxième qui sont liés aux activités, au statut d'employé et d'ouvrier. Le groupe 3, 4, 5 lié aux techniciens. Donc, c'est cette grande famille de groupes qu'on va retrouver principalement au sein de nos structures et de nos clubs, puisque notamment le métier d'entraîneur est classé dans ce groupe-là. On va revenir après dans le détail sur la définition de chacun. Et ensuite, les groupes 6, 7, 8, on est plutôt sur des postes de cadre, de directeur et autres. On va revenir aussi là-dessus, mais on est un peu moins pour nos clubs là-dedans. Pour vraiment définir après le poste en tant que tel, va y avoir trois critères qui sont indispensables pour du coup classifier votre salarié dans un groupe et du coup définir sa fiche de poste et son salaire minimum conventionnel qui va être appliqué, j'y reviendrai après. Euh, la classification du salarié dans un groupe ne va pas dépendre finalement de toutes ses compétences, de son titre ou de son diplôme, mais c'est plutôt lié aux missions qui sont vraiment réalisées sur le terrain. Donc à chaque fois, vous allez devoir regarder sur trois critères que sont donc l'autonomie. Là-dessus, l'autonomie, elle est appréciée en analysant finalement les modalités selon lesquelles s'exerce le contrôle du salarié. Donc on reviendra dessus après sur les exemples.
La responsabilité, là, ça va être celle qui est étendue sur le pouvoir qui est confié aux salariés finalement dans ce poste, selon le cadre matériel dans lequel va s'exercer sa mission, selon l'équipe avec laquelle il va travailler et aussi bah, ses clients ou ses licenciés ou autres avec qui il a l'habitude de travailler. Et enfin, la technicité, bah, c'est analyser la technique qui est mise en œuvre pour réaliser ces tâches. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait cette logique-là qui soit prévue à chaque fois dans la définition d'un poste et d'une mission qui va être faite. Donc ça répond bien à une logique de compétences pour réaliser la mission qui sera effectuée. Donc ensuite, on va y revenir, mais chaque groupe va dépendre une rémunération minimum qui va être appelée salaire minimum conventionnel. Juste, je vous fais un petit détail des groupes ensuite qu'on va trouver. Voilà. J'ai un petit bug. Mais alors, vous allez trouver, alors ça, je vous le passerai aussi dans le cadre du PowerPoint. Là, on va reprendre les différents groupes. Et pour chaque groupe, vous allez avoir une définition et ensuite une précision des compétences sur chacun des trois critères. Donc, vous avez, alors parfois, il y a des, il y a des passerelles assez fines entre chaque groupe. Vraiment, ça va être à définir avec bah, la mission que vous allez souhaiter mettre en place. Voilà, parfois ça ne se joue pas à grand-chose, mais ça peut aussi être une perspective d'évolution pour le salarié en se disant bah, je suis trois au départ, mais mes missions vont possiblement évoluer en cours de contrat et je pourrais passer à un groupe supérieur. Donc voilà, si je prends un exemple du technicien, par exemple, dans la définition globale, on parle de, alors ça c'est selon la convention collective, hein, on parle de l'exécution d'un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé. Donc ça, on peut rentrer aussi dans le métier d'entraîneur. Dans l'autonomie, on parle du fait que le salarié est sous contrôle d'un responsable et qu'il effectue des tâches complexes à l'initiative de conditions d'exécution qui ont été préalablement définies avec le responsable. Donc voilà, le contrôle s'opère par un responsable au terme d'un délai qui a été prescrit. Donc là, dans les responsabilités, il n'y a pas d'encadrement hiérarchique sur ce groupe-là, mais il peut exercer un rôle de conseil et de coordination d'autres salariés, mais en aucun cas en assurer le contrôle. Voilà, ça, on est sur la partie, le responsable au-dessus de lui, par contre, peut assurer le contrôle de ce qui est fait. Donc voilà, et sur la technicité, il peut être chargé d'un programme défini et d'un budget prescrit dans le cadre de cette opération, mais il n'est en aucun cas le responsable. Donc voilà, il faut aller un peu dans le détail de chaque grand groupe pour que vous puissiez aussi apprécier le groupe à définir. Groupe 4-5 aussi, vous voyez que ça se retrouve pas mal. Il y a des spécificités, notamment sur la responsabilité et la technicité qui vont changer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, hein. Et après, la notion de cadre aussi qui va se jouer en fonction des missions qui sont appréciées. Voilà, très globalement, pour vous faire un trait sur la partie des groupes qui est important. Alors, quand vous voulez embaucher, que vous réfléchissez à la fiche de poste, vraiment, en fonction de toutes les missions que vous allez y lister, ça va vous permettre de définir ce groupe. Donc, pas hésiter à revenir sur ce petit tableau ensuite pour pouvoir comparer et voir dans quel groupe on peut finalement définir le salarié avec lequel on souhaite enfin, embaucher derrière une personne. Donc ensuite, vous avez la spécificité de la convention collective du sport qui définit un salaire minimum conventionnel en fonction du groupe. Donc là, j'espère que c'est assez lisible, mais pareil, je vous ai mis le lien. En fonction de son temps de travail et de son groupe, il y a des salaires minimums, enfin des salaires minimums qui ont été définis qui peuvent évoluer en fonction de l'année. Alors typiquement, là, vous avez trois colonnes. En avril 2023, en juillet 2023, il y a eu des évolutions. Et la dernière en date de janvier 2024. C'est la date sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour définir les minimums conventionnels. C'est-à-dire que si vous souhaitez embaucher une personne, si on revient sur le groupe 3, à temps plein, il faut qu'elle soit sur le minimum conventionnel de 1 958,50 € brut. Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez pas payer la personne plus, mais en tout cas, elle ne devrait pas être en dessous de ce montant-là. Et donc, pour chaque groupe, voilà, vous devez appliquer ce minimum conventionnel.
Quand les partenaires sociaux négocient une évolution de ces salaires minimums, il faut aussi que vous puissiez vous mettre à jour par rapport aux évolutions qui ont été négociées. Il faut savoir que là, l'augmentation du SMIC au 1er novembre a été définie par le Premier ministre, mais ça n'impacte pas les minimums de branche qui ont été définis par le sport cette année. Donc pour l'instant, on reste bien sur les salaires minimums conventionnels qui ont été définis au 1er janvier 2024. Après, vous avez le détail, donc en fonction de si c'est à temps partiel et en fonction du nombre d'heures, vous avez pareil le détail. Je vous ai mis aussi un lien sur l'outil de calcul du coût de l'emploi du Comité national olympique, qui a un outil de calcul assez intéressant et notamment qui applique ces salaires minimums conventionnels. Ça vous permet d'estimer un peu le coût de l'emploi avec toutes les charges et les aides possibles. Mais voilà, sur 5 ans, donc vous avez quand même la possibilité d'estimer ce coût de l'emploi et de voir bah, comment vous pouvez plus ou moins définir le salaire à partir de ce minimum. Voilà. Ensuite, je voulais aborder avec vous la durée du travail, notamment sur plusieurs aspects. Donc à chaque fois, vous allez voir, je vous ai mis la fiche pratique qui est associée sur le site du Cosmos. Je reviendrai dessus à la fin par rapport à ce partenaire. En tout cas, voilà, je vais aborder avec vous la durée journalière. Donc il y a deux notions importantes qui sont à prendre en compte dans la définition bah, du temps de travail avec les salariés. La durée maximale journalière, donc ça, c'est le nombre d'heures qui vont être faites au cours d'une journée et le nombre d'heures maximum. La convention collective du sport définit un maximum de 10 heures de travail effectif par jour. Cette durée peut être poussée à 12 heures, mais dans une limite de 2 jours maximum par semaine, 3 jours par mois et 12 jours maximum par an. Donc voilà, il faut bien prendre en compte aussi ce temps-là dans l'organisation du travail. La convention collective du sport prévoit cependant que cette durée peut être atteinte dans certaines situations. Et là-dessus, elle laisse une marge de manœuvre pour atteindre les 12 heures de travail effectif par journée de travail, mais ça doit justifier vraiment, enfin ce temps de travail et cette durée doit vraiment être justifiée pour expliquer pourquoi on arrive à ces 12 heures-là. Ensuite, on va parler d'amplitude journalière. Donc là, la différence, c'est que on va calculer la différence entre l'heure de début et l'heure de fin de journée. Donc les différentes coupures, elles sont comptabilisées. Et là, on doit être à un maximum de 13 heures. Si on veut aller au-delà, il faut qu'il y ait un accord collectif et que cet accord doit être aussi avec l'accord du salarié et que ce dépassement de l'amplitude de 13 heures ne pourra aussi intervenir que dans une limite de 12 jours par an. Donc voilà, je vous ai mis ensuite un petit exemple pour illustrer. Là, typiquement, c'est un entraîneur qui commence à travailler de 9 heures à midi, il a une grande pause et après, il retravaille le soir de 20 heures à 23 heures. Donc sa durée maximale de travail effectif de 10 heures max est respectée, puisqu'ici, on a de 9 heures à midi et de 20 heures à 23 heures, on a 6 heures de durée de travail. Donc on est bon. Par contre, sur l'amplitude, elle est supérieure à 13 heures. Puisqu'on compte de 9 heures à 23 heures l'amplitude, on est à 14 heures de travail. Donc là-dessus, c'est un exemple, mais c'est en effet des cas qu'on peut retrouver au sein des clubs en fonction bah, des horaires de piscine, etc. notamment. Donc là, à voir pour réaménager son temps de travail pour que sa journée de travail ait une amplitude max de 13 heures. Donc là, est-ce que par exemple, il peut faire 20 heures, 22 heures? Voilà, ça va dépendre aussi des créneaux qui ont été prévus dans son planning, etc. et les infrastructures sur lesquelles ils peuvent intervenir. Mais voilà, c'est des choses à prendre en compte dans le temps de travail des salariés. Ensuite, la durée journalière, on va évoquer le temps de pause. Alors là, il n'y a pas de spécificité liée au sport, c'est le code du travail qui le dit. Donc, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ait eu une pause au moins de 20 minutes. Voilà, ça, c'est à prendre en compte dans tous les aspects et tous les salariés. Et ensuite, il y a un droit de repos au quotidien. Là, pareil, c'est le code du travail qui le dit. Il faut que le salarié ait eu au moins 11 heures de repos consécutifs. Donc là, si on revient sur un entraîneur qui termine sa journée à 22 heures,
Si on rajoute 11 heures, voilà, on ne pourra pas le faire travailler avant 9 heures le lendemain matin. Donc voilà les spécificités liées à la convention qu'il faut prendre en compte. Côté durée hebdomadaire, alors là, sur le volet temps plein, bon, on le sait, la durée légale du travail est fixée à 35 heures. On peut pousser jusqu'à 48 heures maximum par semaine à titre exceptionnel. Ça, c'est au niveau européen que ça a été défini. Par contre, si on augmente, si on va plus loin que les 35 heures dans cette limite des 48 heures, il faut qu'il y ait une limite aussi qui a été fixée au nombre de semaines par an sur lequel ce dépassement doit être effectué. Donc, vous avez dans la limite des 15 semaines par an. Et si il y a eu 4 semaines consécutives à plus de 44 heures, la cinquième doit être obligatoirement à 35 heures maximum. Voilà, pour éviter aussi les abus dans ce cadre-là. Là-dessus, pareil, en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît assez extraordinaire de ce travail, il est possible d'aller au-delà, mais il faut une autorisation de l'inspecteur du travail, plus un avis, alors comité d'entreprise délégué du personnel, ça, c'est pas toujours le cas hein, dans nos structures. Mais voilà, c'est des données qui sont importantes à prendre en compte et pas évidentes à mettre en place. Donc vraiment, si ça doit être un cas exceptionnel pour que ça soit mis en place et que c'est très cadré. Pareil, là, je vous ai mis une petite fiche pratique sur ces notions-là. Ensuite, alors là, je vous mets un petit focus, mais je rentre pas dans le détail parce que ce qui va être important, c'est dans nos structures, c'est les temps de déplacement. Je pense notamment au stage quand vous allez, quand les entraîneurs vont avec les licenciés ou autres en déplacement sur un stage. Là, c'est le droit du travail qui prend en compte le temps de travail, mais aussi le temps de trajet. Et donc, en fonction de la qualification et de l'objectif de ce déplacement, la réponse, elle varie. Je vous ai mis les 3 critères, mais là, vraiment, ça va être très adapté en fonction de votre situation. Et le mieux, c'est de prendre contact avec le Cosmos ou voilà, une personne référente liée à l'emploi localement chez vous pour vraiment illustrer en tant que tel concrètement ce que ça implique pour un salarié d'aller à un stage, par exemple, puisqu'il va être calculé le déplacement domicile-lieu de travail habituel ou pas. Là, si on est dans un lieu différent, comment c'est calculé? Le nombre de kilomètres, la durée, est-ce qu'il est en autonomie avec un groupe ou pas pendant cette période-là? Est-ce qu'il doit se déplacer entre ces deux lieux de travail, donc par exemple le club où il y a le local et le lieu du stage, et le déplacement en dehors des heures de travail. Par exemple, il ne travaille pas habituel le dimanche, mais il doit partir le dimanche soir avec tout le groupe pour être lundi matin sur le stage. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention et vous rapprocher du Cosmos pour avoir vraiment les juristes de droit social là-dessus pour exposer votre organisation et votre sujet pour que voilà, on soit dans les clous par rapport à ça. Aussi, je vous ai mis une petite fiche pratique sur les salariés à temps partiel. Il peut y avoir des spécificités et aussi pour les salariés de moins de 18 ans où il y a une adaptation de la durée de travail qui est à prendre en compte. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus. Ensuite, je vous parle du travail dominical. Pareil, le jour de repos, pardon, hebdomadaire est fixé par le Code du travail le dimanche. Mais dans le secteur sportif, c'est pas toujours évident. Donc, il y a deux notions qui sont à prendre en compte. C'est est-ce que le travail du salarié est régulier le dimanche? Dans ce cas-là, il y a une spécificité. Ou alors, est-ce que c'est occasionnel? Et dans ce cas-là, on met en place certains critères. Donc là, ce qui est prévu, c'est que si c'est un travail régulier le dimanche, il faut spécifier bien dans le contrat de travail que c'est le cas et il faut bien noter le jour de repos qui a été défini en dehors de ce dimanche. En tout cas, la convention collective du sport prévoit une compensation pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés et doit organiser le travail de manière à ce que les salariés bénéficient soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec le dimanche travaillé, ou bien de 11 dimanches qui ne seront pas travaillés dans l'année, hors des congés payés. Donc ça, c'est des choses que vous devez spécifier aussi dans les contrats de travail au démarrage.
Par contre, si c'est un travail occasionnel, de temps en temps, je travaille le dimanche. C'est exceptionnel. Mais par exemple, il y a un événement ou autre. Il faut quand même qu'il y ait l'accord du salarié. Et là-dessus, qu'il y ait deux options possibles. Alors, soit une rémunération, soit un repos compensateur. C'est défini de la sorte. Si c'est payé, c'est la rémunération de base qui est majorée à 50%. Donc, on prend le taux horaire, le nombre d'heures effectuées qu'on majore de 50%. Et si c'est un repos compensateur, c'est 1h30 de récupération par heure travaillée habituellement. Voilà pour ce travail le dimanche. J'essaye d'aller un peu plus vite. Les heures supplémentaires, un petit focus rapide, sachant que là, on est uniquement pour les salariés qui sont à temps plein et qui vont dépasser la durée légale du travail à 35 heures. Et il faut qu'il y ait... Alors ça, on le trouve pas mal aussi dans nos structures. Parfois, vous vous retrouvez à la fin du mois où le salarié dit qu'il y a des heures supplémentaires qui ont été faites. Il faut bien prendre en compte le fait que c'est l'employeur qui définit l'organisation du travail et que ça doit être en amont validé par l'employeur que le salarié va dépasser ses 35 heures habituelles. Il y a un plafond aussi qui a été défini à 220 heures par salarié et par an sur le recours aux heures supplémentaires. Le salarié, si vous lui proposez, enfin, vous lui dites de faire des heures supplémentaires parce que événement, parce que autre, vous avez une limite à 90 heures sur lequel vous pouvez imposer au salarié de faire ces heures. Au-delà, il faut absolument obtenir l'accord du salarié. Donc pour ce faire, ce qui est recommandé, c'est de bien faire un suivi des heures supplémentaires qui auront été faites pendant l'année, notamment en cas de contrôle. Là-dessus, ce qui est proposé par l'article 5.1.2 de la Convention collective, c'est que il y a une majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures qui est effectuée, soit 1h15, et ensuite majoration de 50% pour chacune des 4 heures suivantes par la suite. Donc là-dessus, vous avez un petit exemple. C'est un salarié qui a effectué 39 heures. Donc il est habituellement à 35 heures, et là, il a fait 39, donc 4 heures supplémentaires avec un salaire brut de 12 euros brut de l'heure. Soit repos compensateur, donc pour les 4 heures en plus. Dans ce cas-là, c'est 1h15 pardon, multiplié par les 4 heures. Donc il a le droit à 5 heures de repos à lui fournir par la suite. Soit il s'accorde à une rémunération, et dans ce cas-là, on met les 4 heures multipliées par son salaire horaire de 12 euros, multiplié par les 25% supplémentaires, puisqu'on est sur les 8 premières heures. Et donc là, il y a 60 euros en plus sur son salaire qui apparaîtra sur le mois prochain. Voilà, c'est des choses qu'il faut aussi voir en interne, vous, comment vous voulez vous organiser. En général, on est plutôt sur le repos compensateur, mais voilà un petit peu le détail pour les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein. Pareil, vous avez une fiche pratique du Cosmos qui a été mise en lien. Ensuite, je vous ai fait un petit focus rapide sur les congés, sachant que ben, les salariés ont droit, comme tout le monde, à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois sur le travail effectif. La convention collective, elle a spécifié des congés, donc vous les avez sur la droite, des jours sur lesquels ils peuvent bénéficier en plus des 2 jours et demi. Voilà, donc s'il y a par exemple un mariage ou un Pacs, voilà, on est à 5 jours de congé que bénéficie le salarié. S'il y a une naissance, 3 jours, etc. Voilà, un petit peu, on vous regarderez en détail après s'il y a besoin. S'il y a un déménagement, voilà, il est possible de donner un jour de congé supplémentaire aux salariés. Donc ça, la convention collective qui le définit. J'en ai terminé sur la partie un peu théorique. Alors voilà ce qu'il en est côté convention collective du sport. Je vous ai fait un mini focus sans rentrer trop dans le détail parce qu'après on est aussi sur le volet juridique ou peut-être volet très personnel des salariés que vous avez en tête. Mais voilà, il ne faut pas hésiter ensuite à prendre contact avec bah, le Cosmos et des juristes spécialisés dans le sujet. Je vous ai mis les contacts à la fin, on en reparlera.
Mais ce que je vous propose, c'est qu'on illustre un petit peu tous ces propos par le témoignage de Patrice, donc président du club de Remiremont, qui va nous préciser son rôle en tant que président et comment il arrive à mettre en œuvre la réalité de terrain avec ce cadre juridique qui existe. Voilà, Patrice, je te laisse la main. Ouais. Ok, eh ben merci Mélodie pour ces explications. Et puis en effet, donc tu m'as sollicité pour témoigner un petit peu sur la création de postes qu'on a réalisé en 2023. Donc moi, je suis en effet président du club de triathlon de Remiremont dans les Vosges depuis 8 ans. Et donc on a créé un poste d'entraîneur donc en 2023. Alors l'idée là, c'est peut-être de rappeler un petit peu déjà le contexte de la création de poste pour voir un petit peu d'où on est parti et puis comment on est arrivé à cette création de poste donc en 2023. Euh, Nous, sur Remiremont, on était on est plutôt un petit club, on va dire familial, avec quand même une évolution importante sur les années entre 2018 et 2022, puisqu'on a créé une école de triathlon. À la base, donc le club était uniquement sur de la pratique adulte. Et donc en 2018, on a créé une école de triathlon avec du coup développement de la pratique jeune, avec des encadrements qui étaient réalisés uniquement jusqu'en 2022 par des bénévoles avec des brevets fédéraux. Et le développement du club a pris une importance voilà, euh, dans notre structuration. Et donc, on s'est posé la question au printemps 2023 d'embaucher quelqu'un comme entraîneur pour, on va dire, coordonner un petit peu les activités à l'entraînement, mais aussi développer les activités annexes de développement de la pratique, notamment dans les écoles, pour essayer d'aller recruter et d'aller chercher un petit peu des jeunes pour alimenter notre école de triathlon. Donc en 2022, on était 115 licenciés. Je le disais avant, donc 5 encadrants avec une formation de brevet fédéral. Et on avait un niveau d'entraînement par semaine aux alentours de 16 heures d'entraînement, donc tout confondu, adultes et enfants. Et en parallèle, on avait aussi également l'introduction d'une triathlon immersive room. Et en fait, l'idée, c'était de voir comment on pouvait recruter quelqu'un, donc sur la partie entraînement, mais pas que, parce que forcément, pour attirer quelqu'un, il fallait voilà, essayer de proposer un contrat 35 heures. Et si on se laissait que la partie entraînement, ben, on n'était que sur un temps partiel. Donc l'idée, c'était de voir comment on pouvait organiser le temps de travail pour embaucher quelqu'un. Alors voilà, le travail qu'on a fait donc au printemps 2020, 2023, c'était de voir comment on pouvait proposer un CDI, 35 heures, sur un temps de travail annualisé. C'est-à-dire que on sait qu'en triathlon, on a des temps de pratique et d'encadrement qui sont assez importants, notamment au printemps, à l'été, pendant les compétitions, les stages, et que sur la partie hivernale, on a un petit peu moins d'activité. Et donc, c'est ce qu'on a proposé, donc d'annualiser le temps de travail. Donc, il faut savoir que sur un temps de travail annuel, c'est 1607 heures. Et on a essayé de répartir un petit peu le temps de travail au niveau de l'encadrement et d'autres activités. Donc, c'est un peu ce que j'ai remis dans le tableau à droite, c'est-à-dire que sur le volume horaire sur l'année, l'encadrement représentait 910 heures. Et après, on a essayé de mettre en place des choses annexes pour compléter et arriver ces heures réalisées à 2607 heures sur l'année. Euh, la première, euh, la première idée, c'était de travailler avec la piscine sur Remiremont parce qu'ils étaient en déficit de maîtres nageurs et que on sait que les entraîneurs de triathlon ont ou peuvent avoir cette carte pro aussi pour être un maître nageur. Et donc, on l'avait imposé dans le recrutement pour pouvoir mettre à disposition notre entraîneur sur quelques heures de surveillance à la piscine de Remiremont qui représentait un peu, en gros, 285 heures. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a fait avec les élus de la ville. Et puis après, on a détaillé d'autres actions, donc des stages notamment pour les vacances. Donc on avait des stages qui étaient déjà faits, mais plutôt de façon ponctuelle sur 2, 3 jours. Et là, l'idée, c'est de développer un peu la pratique en proposant des stages jeunes et adultes, en faisant aussi payer ces stages pour pouvoir après chercher du financement sur ces heures-là. On a ensuite développer aussi des animations dans les écoles pour, comme je le disais tout à l'heure, essayer d'alimenter un petit peu notre école de triathlon. Et donc,
promouvoir le triathlon dans les écoles du secteur. On a également un volume d'heures sur le dépassement sur les compétitions. On a essayé de travailler ensemble aussi avec le comité des Vosges et la Ligue Grand Est pour une mise à disposition ponctuellement sur des stages ou des accompagnements sur des compétitions. Et on a aussi poussé deux actions qui sont le savoir rouler et le savoir nager, où là, clairement, on peut aller chercher aussi des financements, donc sur deux fois 40 heures et un petit volume de 15 heures sur la communication interne. Donc tout ça, on l'a travaillé sur un calendrier et on a rédigé la fiche de poste en détaillant donc les trois principales missions. Donc la mission d'encadrement, tout public, qui correspond à peu près à 60% du temps de travail. La structuration et le développement de l'association, donc 25%, donc c'est tout ce qui est, on va dire, animation dans les écoles, savoir rouler, savoir nager, et puis le développement de l'école de triathlon, voilà, donc 15% du temps, notamment pour la création de stages ou l'accompagnement sur les compétitions. Donc voilà un petit peu la réflexion qu'on a eue pour proposer un temps de travail sur 35 heures, alors qu'on avait grosso modo que 16 heures d'entraînement par semaine. Et on l'a travaillé forcément en allant chercher du financement pour pouvoir, en effet, financer le poste. Donc sur un 35 heures annualisé comme ça, groupe 4 de la CCNS, en fait, le coût employeur est aux alentours de 40 000 euros, en tout cas sur le profil qu'on recherchait. Et l'idée, c'était de voir sur ces 40 000 euros comment on allait pouvoir le financer. Donc la première piste de financement, c'est déjà les aides à la création d'emplois. Donc c'est des aides qui sont étalées sur 3 ans. Donc ça, on a monté les dossiers dans ce sens-là. On a également aussi sondé un petit peu les licenciés du club parce qu'ils étaient à la recherche d'un entraîneur avec un besoin d'accompagnement un peu plus peut-être poussé. Et on a essayé de répondre à cette demande en leur demandant s'ils étaient aussi, eux, de leur côté, capables de euh, voir leur cotisation augmenter puisque le club allait apporter une évolution dans la pratique. Et donc, on a eu des réponses plutôt favorables. Donc, ça s'accompagne donc du coup par une hausse des cotisations du club. Et après, d'autres sources de financement comme le PSF. Hein, donc, voilà, c'est des actions qui sont encadrées par la l'ANS pour développer la pratique. Le PST qui sont le savoir rouler et le savoir nager. Voilà, donc deux actions bien ciblées. Ce travail qu'on a réalisé avec la mise à disposition à la piscine sur quelques heures, euh, donc un travail qui a été fait conjointement avec les élus de Remiremont. Donc là, comment ça s'est fait? On a réalisé une convention de mise à disposition du personnel qui a été signée par les élus. Et ensuite, tout un travail d'animation dans les écoles, je le disais tout à l'heure, avec la création du stage au niveau du club, de la ligue, du comité départemental, un accompagnement sur les compétitions et la création d'une section loisirs, notamment avec la triathlon Immersive Room qu'on a au club depuis 3 ans. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'illustration de cette création de poste de 2023. Euh, J'espère avoir illustré un petit peu en détail les propos de Mélodie avant, mais en tout cas, l'idée c'était de voir que, ben, en fait, même avec une petite structure, donc d'une centaine d'adhérents, on pouvait quand même avoir cet objectif de créer un poste avec du coup un projet quand même par la suite sur du long terme. Voilà. Super, merci beaucoup, Patrice. Est-ce que du coup, toi, tu t'es appuyé sur des acteurs en particulier pour cette notion RH, etc. Oui, alors c'est vrai que nous, on n'avait pas de RH dans notre équipe, on n'avait pas voilà, de personnes qualifiées sur ce type de réglementation, on va dire. Donc nous, on s'est appuyé sur Profession Sport Animation, euh, en fait, pour en effet étudier un petit peu toute la partie réglementation, le temps de travail, la partie, on va dire, salaire. Et du coup, en fait, ils nous ont accompagnés justement à ce moment-là pour rédiger un petit peu la fiche de poste et puis savoir un petit peu au niveau du temps de travail ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Et ils nous ont en fait par la suite réalisé tous les bulletins de paye tous les mois. Donc en fait, on payait un forfait à l'année
pour la rédaction des bulletins de paye. Et c'était voilà, tout à fait abordable. Donc voilà, on s'est appuyé sur cette structure-là pour nous accompagner dans la création de postes. Ça marche. Ouais, on va y revenir juste après, mais en effet, il y a Profession Sport et Loisirs, alors qu'il y a une fédération et qui est partout en France. Alors, elles ont après des noms différents en fonction des territoires et des spécificités différentes, puisque en fonction, vous avez des services qui peuvent être différents. Certains font les bulletins de paye, d'autres pas, d'autres ont des juristes, d'autres pas. Voilà. Donc, ne pas hésiter à se rapprocher de Profession Sport aussi localement pour voir comment ils peuvent vous accompagner. Côté Fédé, moi, je vous ai remis le syndicat d'employeurs du sport, donc qui est Cosmos. La fédération donc a pris une adhésion groupée pour l'ensemble de ces structures employeurs pour que vous puissiez, ben, si vous êtes employeur, bénéficier ben, de cette adhésion gratuitement. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier de l'accès à la convention collective, de l'accès à plein d'outils et de ressources sur l'aspect droit social, droit du travail, mais vous avez aussi accès à des juristes qui sont spécialisés dans le droit social, donc qui pourront répondre à vos questions très pratico-pratiques dès que vous en avez une. Donc, je vous ai mis le lien pour adhérer gratuitement pour tous les employeurs. Donc, juste spécifier que vous faites partie de la fédération de triathlon et ensuite vous avez un numéro et un mail pour les contacter derrière. Donc, ça, c'est un premier service qui est disponible pour les employeurs et ensuite vous avez bah, les acteurs comme Profession Sport que vous pouvez retrouver localement. Il y en a d'autres aussi qui existent en fonction de vos territoires, mais c'est vrai que c'est les deux qui vont être spécialisés finalement sur cet aspect sport. Euh, donc voilà, après, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer un petit temps d'échange, questions-réponses, profiter aussi de la présence de Patrice pour pouvoir bah, échanger. Je vais, hop, terminer cette présentation. Il nous reste un quart d'heure, donc si quelqu'un a une question particulière à adresser à Patrice, c'est le moment, ou témoigner finalement aussi de l'organisation, de travail de vos salariés aussi, ça peut être l'occasion de le faire. Pierre, tu avais l'air de vouloir prendre la parole. Oui, j'avais une question pour Patrice qui parlait de la création du poste en 2023, je dirais. Alors, je sais pas, c'était la rentrée 2023 et c'était ma question, c'était plus du coup sur la pérennisation en termes de fonctionnement avec les diverses aides qu'il a pu mentionner et aussi avec le fonctionnement au niveau de la piscine à leur niveau. Ouais, alors c'est ça, en fait, le poste a été créé en septembre 2023, et donc la réflexion sur la création du poste, on l'a eu au printemps, justement pour pouvoir établir une fiche de poste et faire une recherche de candidats, on va dire, durant l'été. Euh, Après, en effet, il y a une réflexion sur la pérennisation du poste et savoir comment on va pouvoir pérenniser après le poste sur du long terme, puisqu'on a ces aides au départ pour accompagner les structures pour créer le poste. Mais au bout de 3 ans, ben, voilà, il faut bien trouver une autre source de financement parce qu'on les aide, on les a pas éternellement. Et donc, c'est des questions qu'on s'est posées en disant, ben voilà, comment le club va pouvoir se structurer, évoluer ben voilà, pour aller chercher d'autres sources de financement. Et clairement, bah, ça va être dans le développement de la structure par le nombre d'adhérents, par exemple, par la création de nouveaux créneaux d'entraînement. Voilà, là, on était à l'époque à 16 heures d'entraînement par semaine. Eh ben, on va pouvoir monter progressivement le volume d'entraînement et du coup élargir un petit peu l'offre de pratique et accueillir de nouveaux licenciés, quoi. C'est un petit peu ça l'objectif. On avait fait une visio aussi spécifique un peu sur la création d'emplois, les aides. C'est un webinaire aussi qui est à retrouver sur la chaîne YouTube si jamais vous voulez aller aussi plus loin là-dessus, sur ces enjeux-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, Mélodie, là, pour compléter un petit peu sur les aides et le financement, c'est vrai que bah, il y a eu beaucoup d'aides aussi dans la période de préparation pour les Jeux Olympiques. Après, faut surtout être un petit peu à l'affût de toutes les sources de financement qui peuvent apparaître, alors soit localement au niveau des municipalités, des communautés de communes, du département. Et puis après, ne pas hésiter non plus à solliciter un petit peu
les comités départementaux et puis les ligues pour voilà, peut-être aussi réfléchir sur des actions communes de création de stages, de déplacements sur les compétitions, de réalisation de manifestations en commun pour justement essayer de cofinancer un petit peu ces créations de postes. Et voilà, je pense qu'en travaillant à plusieurs, on arrive toujours à trouver des solutions. Il faut pas rester trop centré sur la structure, mais plutôt au contraire, essayer de s'élargir un petit peu pour trouver d'autres sources de financement, quoi. Et on en revient au projet associatif aussi qui doit bien être Ah, défini pour qu'on puisse estimer aussi clairement, bah, en quoi le salarié répond à ce projet associatif et comment on peut clairement. le financer. Ouais. Ouais, c'est ça. Là-bas, c'est le projet associatif. Et puis après, derrière, c'est la rédaction de la fiche de poste et comment on va pouvoir, dans la création d'un emploi, développer le projet associatif du club, quoi. Et ça serait que ça se réfléchit sur du long terme. Donc, en lien avec les licenciés aussi, puisque voilà, faut quand même répondre aussi à la demande des licenciés et voir comment on peut développer les structures et améliorer l'offre de pratique, quoi, clairement. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Patrice sur ce temps d'échange? Ou est-ce que vous voulez témoigner un petit peu de votre côté dans vos régions? Pas spécifiquement. Un grand merci Patrice pour ce témoignage. Je vous partage juste rapidement pour vous dire qu'on organise donc un webinaire le mois prochain qui va potentiellement aussi répondre à des besoins d'aller chercher du financement, hein, Patrice. On parle d'insertion par le sport maintenant, mais c'est finalement comment ma structure regarde son projet associatif. Elle peut aussi s'ouvrir à de nouveaux publics, diversifier ses activités et avoir un réel impact sur son territoire. Du coup, on va faire un petit webinaire là-dessus le 9 décembre prochain, pareil entre 12h30 et 13h30, où on aura l'Association nationale de la performance sociale par le sport qui interviendra avec le témoignage du club de Red Azimut, donc aussi dans le Grand Est. Voilà, un peu pour ouvrir aussi le champ des possibles sur ce que proposent nos clubs de triathlon et comment illustrer aussi qu'on peut s'ouvrir à de nouveaux publics ou essayer de diversifier bah, pour, euh, pour toucher plus de public, avoir un vrai impact sur son territoire, puisqu'il y a aussi des besoins qui sont locaux et voilà, qui sont sur d'autres publics et comment le triathlon et le sport de manière générale peut y répondre. Donc voilà le prochain thème du webinaire et on aura un peu bouclé la boucle de ces webinaires mensuels sur l'année. Voilà. En tout cas, remercier vraiment Patrice pour sa présence et son témoignage aujourd'hui. Et puis à vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Et puis à votre disposition sur tous ces aspects d'ici là. Bonne journée à tous et puis à bientôt.